Ok, on continue dans cette capsule sur la CP. Donc, on avait commencé la séance passée à, à- à expliquer un peu le problème de la CP de manière un peu générale, puis faire quelques petits rappels sur ces notions de matrice. Donc, encore une fois, on est sur des variables numériques. Donc, on a tout de suite une matrice et on va pouvoir faire des calculs dessus. On avait vu le lien avec la corrélation. On s'est dit que la corrélation entre les variables était sûrement une information très importante. Et on avait terminé, alors je vais juste revenir sur continuer à partir du slide là où on en était en fait. Euh, le slide qu'on avait, c'était ce slide suivant, donc où on avait un nuage de points. Okay, donc j'ai des points dans l'espace, ici en dimension 3, mais encore une fois, il faut imaginer quelque chose en dimension 10 que je ne pourrais pas voir, et on veut juste projeter. Okay, donc encore une fois, je vous fais des projections sur des axes qui sont les axes qu'on a dans notre base, qui sont, je me contente de regarder suivant variable 1, variable 2, ou variable 2, variable 3, variable 1, variable 4, ce genre de choses. Mais de manière générale, je pourrais très bien imaginer que je projette sur un plan quelconque. Okay, donc, le point important était que pour qu'une projection soit bonne, il faut qu'on respecte des notions de proximité. Donc, en disant, bah, si jamais j'ai des projetés de points, j'espère qu'ils étaient voisins dans l'espace de départ. Mais ce n'est pas ça forcément qu'on va utiliser pour caractériser. Ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelait l'inertie. Donc, l'inertie, c'est la dispersion globale de votre nuage. On avait vu, c'était lié à la somme des variances. Okay, donc, on a notre dispersion globale, et ce qu'on espère se dire, c'est juste dire, bah, si jamais j'ai un nuage qui a une certaine variance, une certaine dispersion, j'espère qu'en le projetant, je vais avoir une variance qui sera relativement grande aussi. Okay, donc, on voit arriver un problème qui sera tout simplement de maximiser une variance, okay, ou maximiser une inertie plutôt, avec des propriétés quand même importantes qui sont, et là encore, je renvoie tout ce qu'on a pu faire dans le cours de modèle linéaire, c'est les histoires de décomposition de variance. C'est que dès lors que je projette, la variance de départ, elle va se décomposer dans la somme de deux variances, qui est la variance dans l'espace projeté et dans la variance dans l'espace orthogonal. Donc, on va avoir cette conservation de la variance, et donc, déjà, on aura peut-être un taux de variance expliqué, quelque chose comme ça. Okay, donc, cette notion d'inertie va être la base pour faire toute la suite. D'accord. Donc, si c'est bon, on va pouvoir avancer un petit peu. Et en particulier, alors je ne vais pas commencer à projeter dans le plan. On va juste prendre un cas simple qui est est-ce que je peux déjà projeter sur une droite. Okay, donc, projeter sur une droite, avec le critère que j'avais défini, c'était quoi? Ben, c'est juste dire je cherche une direction. Donc, une direction dit un vecteur. Donc, je cherche un vecteur qui sera finalement, on pourra voir ça comme étant une combinaison linéaire de mes variables explicatives. D'accord. Donc, quand je dis que je projette sur x1, x2, dans le plan x1, x2, et que je veux une droite dans ce plan-là, ben, c'est jamais qu'une combinaison linéaire de mes deux éléments. Okay, donc, le vecteur V1 qu'on cherche sera un vecteur qui sera ce vecteur de combinaison linéaire de mes variables explicatives de variance maximale. Alors, il faut quand même normer notre vecteur. Okay, sinon je ne peux pas résoudre ce problème. Okay, je ne peux pas trouver de vecteur qui vérifie ça. Donc, en le normant, ce qu'on espère, c'est qu'on récupère un vecteur qui sera unique. Alors, il y a toujours ce petit problème de signe. On va faire comme si ce n'était pas très grave. Encore une fois, on est peut-être pas identifiable, mais on l'est presque. Okay, on l'est à un signe près. On va juste espérer que l'algorithme ne se trompe pas, mais on va regarder déjà ce que ça donne et puis essayer d'interpréter. Donc, l'équation qu'on devrait écrire, c'est de dire, bah, parmi tous les poids possibles que je vais attribuer à chacune de mes composantes du vecteur z, alors poids dans le sens défini sur R, hein, ce n'est pas des poids positifs, mais c'est peut-être dire je vais faire une fois x1 moins 2 fois x2. Et dans ces cas-là, je vais avoir une direction un peu particulière qui sera une droite sur laquelle, quand je projette, je vais récupérer la variance maximale. Donc, on veut maximiser cette variance. Donc, la variance, c'est bien cette combinaison linéaire de mes z. D'accord. Donc, comme je suis sur ma grosse matrice, c'est z fois bêta, ou mon poids, ou mon v, en l'occurrence. Okay, et je cherche à le maximiser. D'accord. Donc, mon problème, et c'est écrit vraiment cette forme-là, je cherche le poids qui me maximise la variance de mes ZV sous la contrainte que mes V soient de norme 1. D'accord. Alors, l'avantage de cette écriture-là, c'est que la variance, la variance de VZ, on reconnaît une forme quadratique toute simple, et tout simplement de dire, on va retrouver du V transposé, un Z transposé Z, un V, et donc, de manière très simple, okay, le terme qui était au milieu, ce Z transposé Z, on retrouve le R, on retrouve la matrice de corrélation. Okay, je me disparais le 1 sur n, parce que le 1 sur n ne va pas changer l'argument du maximum de cette quantité-là. Okay, et j'ai ma matrice de corrélation,
Et dans ces cas-là, je me contente d'aller chercher les vecteurs V qui vont maximiser cette grandeur qui est V transposé RV. Alors, ce problème-là, on peut montrer que ça correspond en fait à faire une décomposition spectrale de la matrice R. Donc, je vous le montre sur un petit transparent. Alors, derrière se cachent des problèmes de Lagrangiens, hein. J'ai un problème de minimisation sous contrainte. Okay, j'essaie de minimiser cette forme quadratique qui est ce Z transposé Z V, sous contrainte que V transposé V soit égal à 1. Donc, quand j'ai un problème d'optimisation sous contrainte, j'introduis un Lagrangien. Okay, donc, mon Lagrangien, comment il s'écrit? Ma fonction objectif, qui était la fonction qui se trouvait là. Et je rajoute, donc sous la contrainte qui doit être linéaire, je rajoute moins lambda, 1 moins, je sature ma contrainte, quoi, 1 moins V transposé V. D'accord? Donc quand je fais mes calculs, donc je recherche mes conditions du premier ordre. Donc je vous rappelle, les conditions du premier ordre, c'est tout simplement de dire que la dérivée du Lagrangien par rapport à dv doit être nulle. Et l'autre condition, comme l'idée du Lagrangien, c'est d'augmenter la dimension de l'espace sur lequel on travaille. Je sais que ma dérivée du Lagrangien par rapport à lambda doit aussi être égale à 0. Mais cette dernière condition, elle ne sert pas à grand-chose. Cette dernière condition, elle me dit juste que finalement, quand je calcule ma dérivée, j'ai tout simplement V transposé V qui est égal à 1. Donc c'est juste la condition du premier ordre qui me permet de saturer ma contrainte. Okay, mais le truc, c'est que quand j'écris cette première condition du premier ordre, en tout cas, je reste en vectoriel. D'accord, donc quand je calcule le gradient par rapport à V en l'occurrence, je vais récupérer quoi? Je vais dériver cette forme quadratique par rapport à V. Et là, je vous renvoie au rappel du cours de STT 5100 de modèle linéaire, c'est que dériver cette forme quadratique, on sait que la dérivée, ça va nous donner tout simplement le terme qui est là, quoi. Si jamais j'essaie de dériver une forme quadratique, je récupère quelque chose qui est linéaire. Okay, et quand je dérive ce terme-là, on récupère, alors à chaque fois il y a un 2 qui a disparu, mais la forme quadratique, ça va être 2 fois Z transposé ZV. La dérivée de cette forme quadratique qui est beaucoup plus simple, c'est 2 fois V transposé V. Enfin, pardon, 2 fois V. Okay, je perds mon carré et je récupère plus quelque chose de linéaire. Il y avait juste mon facteur lambda qui apparaît, qui reste ici. Et donc, je vais juste avoir que Z transposé Z, V moins lambda V doit être égal à 0. Donc, tout simplement, je récupère que Z transposé Z, V est égal à lambda V. Donc, techniquement, ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que V est un vecteur propre associé à Z transposé Z. D'accord? Donc, on sait qu'on doit être sur un des produits scalaires. Ce qu'on dit, et c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'on cherche la valeur qui va maximiser cette valeur-là. Donc, une des conditions, c'est qu'on soit sur un vecteur propre. Si jamais je tombe sur un optimum, okay, pour savoir lequel je retiens, donc je sais que je dois tomber sur un optimum, mais je ne sais pas lequel, je vais chercher le vecteur propre associé à la première valeur propre. Donc ça va être la condition la plus importante, qui est comment est-ce que je maximise, quelle est la valeur du minimum de cette variance. C'est tout simplement obtenu en prenant le vecteur propre associé à la plus grande valeur propre. Et on voit que notre problème d'optimisation, certes, il était peut-être mal posé parce que je n'étais pas identifiable, mais encore une fois, mon histoire de signe plus-moins, il se pose aussi quand je recherche mes vecteurs propres. Mes vecteurs propres, ils ne sont pas définis de manière unique, donc on retrouve le même problème. Mais on a résolu notre problème, et ce que ça nous dit, c'est comment est-ce que je fais pour projeter de manière optimale, dans le sens où je veux récupérer un nuage de points projeté dont l'inertie sera maximale. C'est simple, il suffit de projeter sur la droite qui est engendrée par le vecteur propre associé à la plus grande valeur propre. Première étant dans le sens de R, c'est-à-dire on est ordonné. Donc on cherche tout simplement la valeur propre associée à la plus grande valeur propre. C'est tout simplement ça de faire la recherche de la composante principale. Okay, donc c'est vraiment ça qu'on va faire. Donc ça me dit comment est-ce que je fais pour trouver ma direction propre. Maintenant, j'avais dit on voulait trouver un plan. Effectivement, idéalement avoir un plan. Alors un plan, c'est défini par 2 vecteurs. Okay, alors, si je veux le faire de manière unique, là encore, j'ai déjà mon premier vecteur. Je sais que ma droite doit être inclue dans mon plan, mais dans ces cas-là, je vais chercher un vecteur qui sera orthogonal. Okay, donc, je vais chercher un vecteur orthogonal, donc ça va être la première condition. Je cherche un nouveau vecteur qui soit non corrélé avec V1. Okay, donc, je cherche un nouveau vecteur V orthogonal à V1 qui maximise la valeur de la projection. Okay, donc, on va chercher un vecteur V qui sera non corrélé, c'est-à-dire orthogonal, sur lequel, quand je projette, je maximise mon inertie projetée. Et là encore, ce qu'on peut montrer, alors je passe le problème d'optimisation parce qu'il est un peu plus pénible à écrire, mais encore une fois, il peut se démontrer, c'est que je récupère un vecteur propre associé à la deuxième plus grande valeur propre. Donc en fait, on a une méthode très très simple qui consiste à dire, si jamais je veux trouver
le meilleur espace de dimension, ce que vous voulez, Q, dans lequel je vais projeter, ben dans ces cas-là, c'est facile, il suffit de projeter. Donc, si je mets Q vaut 1, je cherche la droite associée à la plus grande valeur propre. Si jamais je cherche le plan, je cherche le vecteur propre associé, pardon, le couple de valeurs propres, de vecteurs propres associés aux deux plus grandes valeurs propres, etc. Donc, à chaque fois, j'augmente ma dimension en allant juste rajouter des vecteurs propres. Donc, l'analyse spectrale de notre matrice Z transposée Z va être associée à la recherche tout simplement des valeurs propres associées à cette matrice de corrélation. Okay, donc, c'est vraiment ce qu'on va faire. Donc, ce qu'on va appeler les composantes principales, c'est tout simplement des valeurs telles que. Alors, on va normaliser de manière à garder une information. Donc, les vecteurs propres, donc ces vecteurs P alpha, donc P1, P2, ils vont être dans la direction de mes vecteurs A1, A2. La seule chose, c'est que je vais peut-être changer leur norme de manière à ce que leur variance corresponde à l'inertie. Okay, donc, j'ai envie de garder une interprétation en termes de variance, donc je vais peut-être distorsionner mes composantes principales de manière à conserver l'inertie, de telle sorte que la variance de mon vecteur, c'est-à-dire en gros la norme, correspondent à la valeur de la valeur propre, ce qui permet d'avoir tout simplement le fait que l'inertie dans mon plan projeté va correspondre très exactement à l'inertie globale que j'observais. D'accord. Donc, on avait vu qu'il fallait, dans la direction dans laquelle il fallait projeter, le vecteur qu'on va appeler composante principale est donné par cette direction-là et je vais juste le normer correctement. OK. Donc, ça, c'était ce qu'on avait fait pour projeter nos individus qui étaient définis dans l'espace des variables. En fait, on peut faire exactement la même chose dans l'espace des variables vues en tant que dans l'espace des individus. Donc, cette fois-ci, je m'intéresse à des ZI dans Rn. Okay, donc, pensez à vos pays, à vos secteurs dans l'espace des pays. D'accord. Donc, j'ai éventuellement le vecteur agriculture puis le vecteur manufacturier. J'aimerais bien trouver comment le projeter. Donc, j'avais un espace, j'avais des points en dimension 2, donc j'avais 2 points. Okay, mais dans un espace très très gros, je veux trouver comment les projeter dans un espace en dimension plus faible. Donc, je suis dans des espaces en dimension n, je vais les projeter dans un espace de dimension 1, voire 2. D'accord. En fait, on a exactement la propriété inverse. Je vais le passer un peu rapidement, parce que j'ai l'impression que ma capsule sinon va être très très longue. Mais on voit naturellement arriver l'idée de la décomposition spectrale de la matrice transposée. Okay, donc, on voit apparaître là encore une notion de recherche de valeurs propres. Okay, donc, c'est ce qu'on raconte ici. On va chercher la direction dans laquelle on va projeter. Okay, donc, cette fois-ci, je ne serai pas exactement sur la même matrice, mais on voit apparaître des choses qui sont quand même très proches. Okay, et là encore, une fois que j'ai projeté sur une droite, je projette dans le plan. Okay, donc, on est vraiment dans un mécanisme complètement dual, dans le sens où la seule chose, c'est que je ne veux pas forcément travailler sur les mêmes matrices. Okay, donc, on a réussi à faire notre projection. Alors, la question qui va se poser, c'est est-ce que ma projection elle est bonne? Okay, c'est projeter des points, mais si jamais je ne vois rien, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, un intérêt, c'est qu'on a des liens entre les valeurs propres et l'inertie des projections. Okay, c'est que l'inertie totale, c'est la somme des valeurs propres. Okay, mais quand on est sur Z, on sait que la somme des valeurs propres, c'est tout simplement P, puis c'est tout simplement la dimension du nombre de variables explicatives. Okay, si jamais je projette sur un espace plus petit, en fait, je récupère la somme des valeurs propres jusqu'à l'ordre Q. D'accord. Donc, si jamais je projette sur les Q premières valeurs propres. Et en fait, comment est-ce que je fais pour quantifier la qualité de l'ajustement? Je vais tout simplement m'intéresser à un ratio qui sera l'information rapportée par la IM composante principale, c'est tout simplement le ratio de la valeur propre lambda I sur la somme de toutes mes valeurs propres, c'est-à-dire P. Okay, donc, je regarde lambda I sur P. Si jamais c'est tout petit, ça ne sert pas à grand-chose. Okay, ce qui peut être intéressant, c'est regarder la projection sur le plan. Et donc, l'inertie totale dans le plan, c'est tout simplement lambda 1 plus lambda 2. Et donc, je la relativise par rapport à P. Okay, donc, comme ça, on pourra nous dire, j'avais une inertie qui valait un certain niveau dans mon espace en dimension 10. Quand je projette en dimension 2, tout d'un coup, j'ai 80% d'inertie. Donc, ça veut dire que ce qui me reste, c'est des variances qui étaient relativement faibles. J'ai capturé l'essentiel de ma variance et donc j'ai bien projeté. Donc, cette proportion d'inertie expliquée, c'est quelque chose d'essentiel qu'on va regarder constamment. Mais ce que je suis juste en train de vous dire, c'est qu'on a fait du mieux qu'on pouvait. Okay, j'ai résolu un problème d'optimisation. Des fois, ça ne sera pas terrible. Des fois, j'aurai peut-être seulement 10% de variance qui est expliquée sur mes 2 premières projections, mais il faut juste comprendre que je ne peux pas faire mieux. Par construction, on essaye de trouver l'inertie maximale dans la projection. Donc, ça veut juste dire qu'on peut certes interpréter un petit peu, mais il faut vraiment mettre beaucoup de pincettes et faire très attention à ce qu'on interprète.
Parce que ce que ça veut essentiellement dire, c'est que des points qui sont voisins ne sont pas forcément voisins dans l'espace de départ. Si vous avez beaucoup de variance, oui, ce sera souvent le cas, mais quand votre variance expliquée est faible, ce ne sera pas le cas. OK. Alors, une autre grandeur qui peut être intéressante, c'est lié à des notions de cosinus carré. OK, on en avait parlé un petit peu dans les des modèles de prévision. Alors, j'ai peut-être pas dit de manière explicite que le R2 était un cosinus carré, mais si on voit la géométrie et si on revoit la projection, l'espérance conditionnelle, enfin en tout cas la régression linéaire comme étant un problème de minimisation de projection, on voit apparaître un angle qui est l'angle qui est fait entre la variable y et la variable y chapeau, qui est la valeur projetée. Donc l'angle qui apparaît, θ, il a un intérêt, et en particulier son cosinus s'interprète comme le cosinus carré s'interprète comme le R2 tout simplement. Okay, donc le R2, qui est tout simplement la norme en fait de le produit scalaire en fait entre l'angle du vecteur de départ et l'axe sur lequel je projette est une bonne information de ma qualité de projection. Okay, si jamais vous projetez et que la norme est vaut 1, c'est que vous avez très très bien projeté. Vous êtes quasiment parti de l'espace de départ. Au contraire, si vous êtes orthogonal, vous projetez en 0, vous projetez au centre et ça ne vous apprend pas grand-chose. Okay, donc le cosinus carré nous aura une information très intéressante sur la qualité de la projection. Mais c'est juste, encore une fois, une extension de ce qui pouvait exister en régression linéaire, tout simplement parce qu'on fait des projections dans des modèles de régression. Okay, c'est juste que j'interprète d'un point de vue plus géométrique ce qu'on interprète en disant qu'on a R2. D'accord. Donc on a cette interprétation, donc encore une fois, de repenser au R2. Okay, si jamais vous avez un cosinus carré qui est proche de 1, encore une fois, ça veut dire que vous avez très très bien projeté. Ça veut dire que l'angle qui est fait entre votre variable de départ et sa projection vaut quasiment 0. Okay, donc avoir un cosinus carré de 1, c'est très important. Donc c'est l'intérêt de travailler en cosinus, c'est pas vraiment l'angle. L'angle ne vous intéresse pas. Encore une fois, plus vous serez petit, meilleur c'est. Donc passer au cosinus, on nous donne quelque chose d'intéressant puisqu'on a une mesure de qualité. Donc meilleur, plus grand ce sera, meilleur ce sera. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on utilise beaucoup le cosinus carré. D'autres grandeurs qui sont importantes, c'est la notion de contribution. Donc la contribution d'un axe ou la contribution dans le plan, c'est tout simplement la somme des carrés c'est tout simplement la contribution renormée, d'accord, en notant que le lambda, je peux le voir comme la somme des PI alpha carré, d'accord. Donc je peux donner une interprétation en disant la contribution du I à l'axe, d'accord. Donc est-ce que l'individu I explique pour beaucoup la projection sur l'axe I, donc ça va être cette notion de contribution qu'on va retrouver ici. Je peux le définir là aussi dans le plan, tout simplement en disant, au lieu de définir juste par rapport à alpha, je le définis par rapport au premier axe et au deuxième axe. D'accord. Je vais passer un peu sur ce slide qui est un problème un peu compliqué de comment est-ce que je choisis le nombre de composantes principales. C'est que, assez classiquement, moi je vous ferai tous mes graphes en prenant 2. Okay, essentiellement parce que je peux les voir. Il s'avère que des fois, le troisième axe, il peut expliquer beaucoup. D'accord. Si jamais vous avez, genre, le premier axe qui vous explique pour 50% de l'inertie, puis le deuxième 20, puis le troisième 20, on pourrait se dire qu'on a choisi 2 de manière un peu arbitraire, mais 2 et 3 nous expliquent autant. Donc peut-être que ça peut être intéressant de regarder le premier et le deuxième, le premier et le troisième, et le deuxième et le troisième. Donc il existe quelques règles pour vous dire combien de variables explicatives est-ce que vous pouvez mettre. C'est des notions de règles du coude, des notions de décroissance exponentielle dans le cas de données aléatoires et ce genre de choses. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que, encore une fois, peut-être qu'on en reparlera, vous en parlerez quand vous ferez des séances pratiques sur des vraies données. Mais voilà, je passe un peu ce slide sur lequel je parle. Ok, je vais juste terminer avec un petit exemple, juste pour vous montrer avec les mains ce qu'on peut faire. Et après, on utilisera les fonctions de R. Donc, dans le premier slide, j'avais dit qu'il y avait des fonctions de R pour faire ces ACP. Encore une fois, là, je vous ai construit l'ACP avec mes petites mains. Je vous ai dit le problème qu'on essaie de résoudre, c'est-à-dire trouver la projection qui vous donne la plus grande inertie. On a vu qu'il y avait une association avec les valeurs propres et les vecteurs propres. Mais on va le faire. Ok, je vais vous le faire. Je m'arrêterai à la fin de celui-là, mais en fait, ce que je vais pouvoir vous montrer, c'est que ce qu'on récupère ici, c'est très exactement ce que va vous sortir la fonction de R. Donc, si vous comprenez ce que je fais là, vous aurez compris ce qui se cache dans la fonction PCA de R. Donc, je vais partir de ma petite base de données qui était celle avec les métiers, avec mes 6 pays et mes 3 secteurs. Okay, 6 individus, 3 variables. Donc, premièrement, je transforme les données.
D'accord? Donc le point de départ, c'est de dire X, c'est mignon, mais ce n'est pas là-dessus qu'on va travailler. On va travailler sur Z, qui est la variable, qui est l'ensemble des variables centrées réduites. Donc, je le fais à la main. Donc, je pars de ma variable, je recrée ma matrice Z, tout simplement en disant que je prends X, et c'est juste que je vais changer toutes mes colonnes en disant bah, la colonne Z, c'est quoi? C'est tout simplement la colonne X que je norme et que je centre en divisant par l'écart type. Okay, donc Z devient ma base centrée réduite. Okay, j'ai ma matrice R qui est ma matrice de corrélation, qui est celle-là. Okay, donc avec certains secteurs qui sont relativement indépendants entre eux, d'autres qui sont au contraire négativement corrélés et d'autres qui sont positivement corrélés. Okay, donc on a cette matrice-là et on va essayer de voir nos données. Donc on va essayer de les projeter, on va essayer de les voir et on va essayer de mesurer, de quantifier la qualité des projections. Okay, donc, premier point que j'avais dit, c'était pour projeter les variables, on va chercher les valeurs propres associées à la matrice R. D'accord, donc c'est la décomposition spectrale de la matrice Z transposée Z. Okay, donc je vous avais dit, bah, on va chercher sa décomposition spectrale, donc on obtient les valeurs propres. Donc les valeurs propres, elles m'intéressent beaucoup parce qu'elles me donnent la part d'inertie qui est expliquée. D'accord, donc ces valeurs propres, ces lambda I, correspondent à l'inertie expliquée. D'accord, donc on voit qu'il y en a 1,83 dans le premier, presque 1 pour le deuxième et 0,18 pour le troisième. Donc c'est ordonné. Donc ce que ça va nous dire, c'est quoi? Alors c'est ce qui est indiqué ici à droite. Hein. Si jamais je stocke mes valeurs propres, okay, les valeurs propres, la première, elle explique 61%. Okay, pourquoi? Parce que quand je regarde 1,83 par rapport à la somme de ces trois valeurs propres, j'obtiens 61%. Okay. La deuxième, c'était presque 1 divisé par la somme des trois, ce qui va me donner à peu près 32%. Et la dernière, c'est à peu près 6%. Okay, alors je peux le présenter en cumulé, ce qui donne les courbes qui sont là. Donc effectivement, on voit que mes deux premières composantes, elles vont m'expliquer 94% de ma variance totale. Donc finalement, ce que c'est en train de me dire, c'est que je n'ai pas besoin de voir l'espace en dimension 3, je peux projeter en 2 dimensions, je ne perds pas grand-chose. Je perds 5% de mon information. Okay, donc je vais peut-être mal interpréter certains points, mais ça sera vraiment très ponctuel. Avoir 95% d'inertie expliquée, c'est juste énorme, donc on est très content de notre projection. Okay, donc, je peux aller un petit peu plus loin et dire, je vais regarder ce que me donnent mes projections. Donc, comment j'obtiens mes projections? Ben, c'est tout simple, je prends tout simplement Z multiplié par la matrice des vecteurs propres. Okay, donc ça va me donner mes projections, donc suivant l'axe 1 et suivant l'axe 2. Okay, donc, par exemple, ici, il me dit que l'Allemagne doit être à moins 2,16 sur l'axe 1. Effectivement, l'Allemagne est à moins 2,16 sur l'axe 1. L'Allemagne est aussi à 0,36 sur l'axe 2. Effectivement, je suis vers 0,36 sur l'axe 2. Okay, donc en fait, les points qui sont ici me donnent très exactement les projections sur les deux premières composantes de chacun des individus. Okay, donc mes individus, encore une fois, voyez-les dans l'espace en dimension 3. Okay, là, je les ai juste projetés dans un plan qui est un peu particulier, qui est défini par ce qu'on va appeler la composante principale et la composante principale numéro 1 et la composante principale numéro 2. Ce que ça me dit, c'est que c'est la meilleure projection dans laquelle vous avez la plus de dispersion dans votre nuage. Okay, donc c'est vraiment ce que j'ai fait ici, où je me suis contenté de vous prendre ce qu'on appelle techniquement les composantes principales. Donc ce vecteur P alpha. D'accord, donc celui-là c'est mon P1 et celui-là c'est mon P2. Okay, et je les vois projetés dans le plan principal. Okay, donc ça, c'est la première partie où je vous disais, je peux visualiser mes individus qui étaient initialement dans l'espace des variables sur un espace qui va être tout simplement des combinaisons linéaires de mes variables explicatives. P1, c'est un mélange de secteur 1, secteur 2, secteur 3. Okay, P2, c'est un mélange un peu particulier parce qu'il est forcément orthogonal. D'accord, donc les deux axes ici sont vraiment fondamentalement orthogonaux, d'accord, par construction de mon ACP. Encore une fois, je fais une ACP sur des matrices de corrélation, donc des matrices définies positives, symétriques. Okay, donc on récupère cette orthogonalité. Je peux aller un petit peu plus loin. Je peux prendre l'autre matrice. D'accord, donc j'avais dit que j'avais ma matrice M qui était ma matrice avec 6 lignes et 3 colonnes. Je vais prendre ma matrice transposée M. Et je vais lui faire la même chose. Mais sauf que cette fois-ci, je vais avoir ma matrice qui est la matrice Z transposée. D'accord, donc je ne m'intéresse plus à la covariance ou à la corrélation entre mes variables. Je m'intéresse à un truc un peu bizarre, c'est ce Z transposé Z, on pourrait appeler une corrélation entre individus, mais qui n'a pas de sens. D'accord, mais j'ai cette matrice-là qui est encore une fois, ce Z
Z, Z transposé. D'accord? Donc ça, c'est ma matrice M, et c'est voir les données dans l'autre sens, c'est-à-dire que cette fois-ci, je vois les variables dans l'espace des individus. Donc techniquement, j'ai 3 points dans un espace en dimension 6. Okay. Quand je fais la décomposition en valeur propre, on voit apparaître plusieurs choses, mais on voit apparaître le fait qu'il n'y ait que 3 valeurs propres. Okay, donc j'ai 3 valeurs propres ici. Donc ces 3 valeurs propres, bah, elles vont s'interpréter sur le fait qu'effectivement, j'ai 3 points en dimension 6. Au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien de projeter. Je n'ai pas assez de degrés de liberté. Donc je récupère des zéros sur la fin. Okay, donc je récupère cette matrice qui n'a que des zéros. Okay, donc si jamais j'essaie d'interpréter, alors les valeurs sont un petit peu différentes juste pour des histoires de normalisation, mais en fait, quand vous regardez les ratios de ces valeurs propres, donc je récupère ces valeurs propres, je récupère mon 61, 32, 6%. Okay, donc on a en fait exactement les mêmes 3 barres que celles qu'on avait auparavant. La seule chose, c'est qu'au bout d'un moment, bah, ici, j'ai que des zéros. Okay, donc on voit que l'analyse des vecteurs propres me donne le même type d'interprétation, c'est-à-dire que quand je vais projeter mes variables dans l'espace des individus, ma projection sur le premier axe va m'expliquer 61% de ma dispersion. Okay, que je n'interpréterai plus vraiment comme de la variance, mais 61% de la dispersion. Et le point intéressant, bah, c'est toujours le deuxième, c'est que je peux projeter cette fois-ci mes vecteurs. Alors ça va nous donner ces points ici, enfin, ces points qu'on va souvent caractériser par des flèches en fait. Okay, donc je fais toujours la même chose, je prends tout simplement la transposée de ma matrice Z et je la multiplie par la matrice des vecteurs propres. Okay, donc je vais récupérer ces points-là. Donc ce qu'on voit, c'est que j'ai mes projections. Donc mes deux premières colonnes me donnent mes 2 projections sur les composantes principales numéro 1 et numéro 2. Donc par exemple, on me dit que agriculture, il sera projeté en moins 1,45. Donc effectivement, agriculture, il est un peu avant moins 1,5. Et sur la deuxième composante, il sera plutôt à 1,64. Donc effectivement, je suis un petit peu élevé. Et ça me donne ces 3 projections. Okay, donc on va souvent les mettre par rapport à 0 parce que je reviendrai sur cette interprétation plus tard. On a réussi ici à faire notre ACP. Alors, ce qui peut être intéressant, et c'est un point sur lequel je reviendrai un peu plus tard, c'est que je peux superposer les deux. D'accord, donc c'est vraiment ce qui est raconté ici, qui consiste à dire j'ai le droit de partir de mon nuage de points, je vais le voir comme un nuage d'individus dans l'espace des variables, ou un nuage de variables dans l'espace des individus. Okay, dans le premier cas, j'ai mon nuage de points, je vais le projeter. Dans le deuxième cas, mes variables étaient normées. D'accord, donc quand je vois mes variables dans l'espace normé, j'ai une notion de ce qu'on appelle le cercle des corrélations. Okay, comme je travaille sur la matrice de corrélation, je sais que j'ai quelque part mes variances, ça ne peuvent pas être n'importe quoi. D'accord, donc en fait, j'ai ces vecteurs qui apparaissent ici. Donc en fait, j'ai ces variables qui vont être projetées dans l'espace des individus. Okay, et la magie de l'ACP, c'est de noter qu'il existe des relations de transition entre les deux. Donc c'est les matrices dont je parlais qui vous disaient bah, les vecteurs propres de l'un sont des vecteurs propres de l'autre à condition de transformer ça correctement et d'arriver dans le bon espace. En fait, qui vous légitime le fait qu'en fait, vous avez le droit de mettre les deux graphes, enfin, les deux nuages de points superposés sur le même et sur lequel on pourra faire des interprétations. Donc en fait, techniquement, les deux graphes que je vous présentais juste avant, ce graphique-là et ce graphique-là, je vais les superposer et je vais avoir une interprétation. Dans le sens suivant, qui est l'agriculture se retrouvait par ici, le minier se retrouvait par là et le manufacture se retrouve par là. Ben, je vais avoir l'interprétation sur mes individus en vous disant, tout simplement, ici, je vais avoir l'agriculture. Okay, alors après, c'est dans l'autre sens, je vais avoir ici, j'avais le minier et ici, j'avais le manufacture. Alors, quand on le regarde tel quel, on voit qu'il y a un souci parce qu'en fait, je dis que l'agriculture devrait être par là. Le problème, c'est que l'Allemagne, on voit, c'est le pays qui a l'agricole le plus faible. Donc en fait, c'est un petit souci de signe qui nous dit en fait, il va falloir faire un petit peu attention quand on va faire la CP. C'est pour ça que je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur les codes que je fais à la main, essentiellement parce qu'ici, il y a quelque chose que j'ai raté, c'est que manifestement, il y a un des vecteurs qui a été mis dans le mauvais sens. Okay, donc manifestement, l'agricole devrait plutôt être par ici. Donc c'est plutôt quand on est par là, quand on va être par ici, qu'on sera avec l'agricole important. Okay, donc il va falloir prendre le symétrique de la première composante, okay, pour les métiers, pour avoir une interprétation qui se tienne. D'accord, donc les codes à la main, c'est mignon pour comprendre effectivement ce qu'on va faire. Il y a juste toujours ce problème des signes qui fait que l'interprétation elle est parfois un peu plus compliquée que ce qu'on voulait faire. Ici, mon code marche dans le sens où j'ai effectivement réussi à le construire. La seule chose, c'est que mon axe 1, il a été mis dans l'autre sens.
Ok, donc manifestement, il va falloir que je le réordonne pour pouvoir avoir une interprétation qui ait du sens. Euh, donc je m'arrêterai pour mes codes à la main. Encore une fois, la fonction PCA de R vous fera automatiquement cette correction et vous assurera que la projection que vous regardez, elle a du sens. Ok. Donc je m'arrête là. L'essentiel de ce que vous avez à retenir sur la CP, il est ici. D'accord. Donc à partir de maintenant, je vous ai fait en gros la théorie de la CP. À partir de maintenant, on va plutôt travailler sur des exemples et je réévoquerai les interprétations, donc en particulier des contributions du cosinus carré. Et on partira d'exemples sur lesquels on va plutôt s'intéresser à l'utilisation de cette méthode dont je viens de vous parler, encore une fois, qui est essentiellement une matrice, des problèmes d'algèbre linéaire, encore une fois. Ok. De recherche de valeurs propres et de vecteurs propres de matrices qui sont soit Z transposées, soit ZZ transposées. Okay. Mais on va mettre l'accent essentiellement maintenant sur les applications. Maintenant que l'essentiel de la théorie a été vu, encore une fois, c'est vraiment juste cette décomposition spectrale de deux matrices qui sont finalement les deux manières de voir nos données, soit des données d'individus, soit des données variables. Ok. Je m'arrête là pour cette capsule et la prochaine sera beaucoup plus orientée autour des applications.